Merci. Cynthia Fleury. Pour aller rapidement, deux points sur effectivement la question de la démocratie locale. Il est évident qu'il n'y a pas effectivement un mythe de cette démocratie locale. En même temps, la démocratie, c'est nécessairement endogène, incarné, et le territoire est un terrain d'action très 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 important. En fait, je pense que, si vous voulez, on est déjà dans un deuxième âge, et même si on n'y est pas, il faut y aller, de la démocratie participative. Ce qui est important aujourd'hui, c'est la question des échelles. C'est la question des échelles et ce qu'on a dit tout à l'heure sur la continuité territoriale, nationale, etc., régionale. Bon. C'est-à-dire que la démocratie participative est un maillon du grand tout et nécessairement, à l'intérieur des structures de démocratie participative, il faut faire lien avec la démocratie nationale, il faut faire lien avec l'échelon suivant. Et c'est ça qui est aujourd'hui l'objet même de la démocratie participative, selon moi, c'est de faire cette dialectique des échelles, ce grand continuum-là, et qui fait qu'on sort nécessairement du petit enjeu local. L'enjeu local est un enjeu national, et c'est comme ça que la force des territoires deviendra une force commune. Donc c'est plus désagréable, mais ça permet aussi de contourner tous les veto players. Ça permet aussi pas forcément de les contourner, mais ça permet, entre guillemets, d'ouvrir le jeu des parties prenantes. Parce que précisément, quand on réinscrit ça dans des enjeux plus lointains, si j'ose dire, mais plus généraux au sens de l'intérêt général, tout d'un coup, bon, on a des enjeux plus importants. Bon, sur la question du droit d'expérimentation, c'est complètement sous-utilisé à ce niveau-là. Donc, vraiment, pour moi, nécessité d'articuler les échelles, le continuum. Le deuxième point, c'est effectivement, nous avons, hélas, mais c'est comme ça, bâti notre modèle de justice sociale à l'intérieur du modèle de la croissance. Nous ne savons pas faire, à l'heure d'aujourd'hui, de la justice sans la croissance. Bon, c'est très problématique, puisque la croissance, c'est terminé. Et ça aussi, Thierry Pech l'a très très bien dit tout à l'heure, il ne vous croit pas, hélas, hélas, hélas. Il vous croit. Donc je crois que c'est... Pourquoi il vous croit? Tout simplement parce que le refoulement et le déni sont aussi psychanalytiquement des données pour résister à une rupture de paradigme difficile. Donc quand les élites, entre guillemets, prennent cette responsabilité de continuer ce mythe de la croissance, c'est dramatique parce que sur le terrain, même si on sait que c'est faux, d'une certaine manière, ça reste un discours crédible, légitime. Il y a encore cet attachement à la légitimité qui fait que, bon, on se dit, allez, c'est pas grave, je change pas tout de suite, je changerai demain, puisqu'il est en train de me dire que finalement, tel endroit ne va pas être fermé, etc., etc. Il y a encore ce crédit-là pour ne pas faire. Et ce qui est aussi la preuve d'un reste de crédit dans la parole légitime, et c'est très important, parce que si on vide la parole démocratique de la vérité, c'est la seule manière de conjurer la violence en démocratie, c'est d'utiliser le dire vrai. Donc là encore une fois, je crois que les élites ont un rôle considérable, et j'ai une vision très robespierriste des élites. C'est le meilleur d'entre nous, entre guillemets, c'est-à-dire non pas la petitesse des grands, mais la grandeur de l'homme. Donc les élites au sens très très large. Donc non, nous avons vraiment à penser cette question de la croissance faible, voire ridicule. Le Japon, juste, c'est 0,7 de croissance depuis 20 ans, avec des engagements dans la recherche, tout ce que vous voulez. Et de fait, c'est un point économique quand même très important. Pour les vieilles démocraties. Pardon. Oui, Jean Viard. Non, moi je mettrais un œil de sociologue. Je dirais, on fait en moyenne 45 km par jour dans la société française par citoyen. Alors c'est une moyenne, c'est idiot, il y a des gens qui bougent pas beaucoup, il y en a qui bougent beaucoup. Mais quand même, ça veut dire que qu'est-ce que c'est qu'un territoire démocratique? À partir du moment où, en gros, on fait, sur les 45, on va en enlever 15, c'est ceux qui servent aux vacances et au week-end. Chacun fait 30 km dans son territoire pour aller à l'école, aller faire les courses, aller voir ses copains, etc. Dans une structure qui ne correspond pas à l'espace du vote. Ce qui fait que plus de 60%, presque 70% des gens ne votent pas là où ils travaillent. Oui, vous avez une très belle formule, la démocratie du sommeil. Voilà, on vote là où on dort. Donc on vote pour des raisons, d'abord, de citoyens qui dorment. Le silence, la bonne école, la sécurité des enfants, des trucs au demeurant très respectables, mais qui ne sont qu'une partie de la vie. Et je vous rappelle que le modèle républicain, au départ, c'était que ceux qui avaient du revenu qui votaient. Il fallait donc avoir de la richesse. Nous, on l'a démocratisé, ce qui est une bonne chose, mais maintenant, paradoxalement, c'est plus là où on travaille qu'on vote, c'est là où on dort. Et donc on a enquisté le modèle.
Et pour être réélu, et ça je peux vous en parler en tant qu'élu, pour être élu, il faut s'occuper de ça d'abord. Parler de foyers de jeunes travailleurs, parler de développement économique, parler d'usines, parler de... C'est des choses qui vous font battre. Donc je veux dire, là-dessus, on est dans une situation difficile. Après, on a effectivement multiplié les niveaux pour essayer au fond de rattraper la démocratie. Mais on n'a pas fait ça. Le débat qu'on a sur la métropole en ce moment, notamment à Marseille, c'est quoi? Il y a des gens comme nous, le président du Conseil de développement, ou moi, on dit il faut faire une métropole au scrutin direct. Il faut que la cristallisation autour d'un projet construise l'espace politique, y compris parce que l'échelle de la métropole fait que la plupart des gens y habitent et y travaillent. On réunifie le lien démocratique parce qu'on réunifie le fait d'habiter et le fait de travailler dans un territoire politique. Or, c'est pas du tout ça qu'on fait. On fait une démocratie des maires. Et en gros, qu'est-ce qu'on fait? On donne pouvoir sur la métropole au Conseil des maires. J'ai beaucoup de respect pour les maires, mais on est dans une démocratie du citoyen, pas dans une démocratie des maires. Or, les maires ont pris pouvoir sur la démocratie. C'est tout à fait extraordinaire. Donc voilà, il y a ça que je voudrais dire. La deuxième chose quand même, c'est qu'il y a un vrai déséquilibre démocratique. Dans les grandes villes, il y a un élu pour 8 à 10 000 habitants. Dans une petite commune, c'est quasiment une démocratie familiale. Et on est toujours sur ce découpage. Ce qui fait que dans des grands ensembles où il y a 25 000 personnes, il n'y a pas de conseil municipal. Il n'y a pas de cristallisation par le politique. Il n'y a pas de majorette, il n'y a pas de pompiers. Il n'y a pas tout ce qui fait aussi la construction du lien social. Et dans les villages, c'est l'inverse. Ou les petites villes. Quand est-ce qu'on aura une égalité des modèles démocratiques? Où on fera plus de communes dans les grandes villes pour gérer la proximité? Un grand ensemble de 15 000 personnes, mais ça doit être une commune. Avec un conseil municipal, avec une liste de droite, des fascistes, des communes, qui est la vie politique du territoire. Et que de l'autre côté, on ait une plus d'égalité démocratique. Et dernière idée là-dessus, quand on a décentralisé la France, on n'a pas décentralisé le savoir. Les universités ont une énorme responsabilité. Il ne faudrait pas les doubler. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Où étaient les 2 débats de la présidentielle? Dans les grandes universités. C'était là où, naturellement, les grands politiques allaient faire débat. Mais nous, vous rigolez, on ne va pas aller faire ça dans nos universités, qui sont des trucs extrêmement en difficulté économique, symbolique, et avec en plus des universitaires qui ne travaillent pas sur leur propre territoire, parce que dans leur logique de carrière, c'est pas valorisant. Et est-ce que vous avez des très bons livres sur les villes françaises? Allez à Lyon, qu'il faut lire pour comprendre Lyon, qu'il faut lire pour comprendre Nantes. Où sont ces livres qui font débat sur les transformations du territoire, ses enjeux, etc. C'est à côté du monde du savoir. Donc je pense que c'est un enjeu majeur aussi, parce que sans démocratisation du savoir, sans rapprochement du débat entre savoir et pouvoir, si le seul niveau il est national, et en plus il n'est pas non plus au niveau européen, on a quand même un énorme problème. Et c'est bien pourquoi nous avons créé ici une revue qui s'appelle Place Publique, et dont le prochain numéro précisément portera sur les rapports entre Nantes et Paris. Olivier Mongin, je propose, on va se vous voyez là à la scène, que vous continuiez sur le lien entre local et métropole, tant il est vrai que ici, à Nantes, le local est métropolitain. Oui, enfin, il y a des gens plus compétents que moi, mais je vais juste repartir quand même du numérique, parce que je pense qu'on est de toute façon déjà, où que ce soit, dans le global. Et c'est là où on a un problème de vocabulaire incroyable. Et surtout en France, on est dans le global sur le mode immatériel. Enfin, c'est tout ce que nous... Je crois que c'est très important d'entendre ce que disent Cardan, Blondiot. De toute façon, où que ce soit dans le monde, nous sommes déjà dans l'univers global. On est, comme l'a dit Cynthia, à plusieurs échelles en permanence. Le problème, c'est ce qu'on appelle dans le baratin l'urbain généralisé. Il est partout. Et le problème, c'est de reconfigurer des territoires. Mais lesquels pour qu'ils soient démocratiques? C'est ça la question contemporaine, avec les réseaux sociaux et autres. Moi, simplement, ce que je valorise un petit peu, c'est quand même le retour à l'espace physique. Pour moi, ce que j'appelle le syndrome de la place Tahrir, c'est pas gai ce qui s'y passe. Mais c'est intéressant de voir qu'un mouvement déclenché par des réseaux sociaux se retrouve dans une espèce d'agora. Toujours. Hein. Il y a quelque chose là qui fait réfléchir. Voilà, on retrouve ce qu'on peut appeler un milieu. Sur ces questions, il y a des mouvements en Italie ou ailleurs extrêmement intéressants, des gens qui travaillent ce qu'ils appellent la mondialisation par le bas. Vous avez peut-être entendu parler des territorialistes, tout d'Alberto Magnaghi, qui sont des gens extrêmement intéressants. Ils disent pas qu'il faut sortir du global, qui serait la mauvaise mondialisation. De toute façon, on y est. C'est ça je pense que c'est ça la difficulté qu'on a, c'est quoi, comprendre qu'on est déjà dans le global, en tout cas sur le mode immatériel, si on veut pas accepter après. Bon, très rapidement après, pour arriver tout doucement vers la métropole, on sort à la revue Esprit, je fais une pub, mais mars-avril, un gros numéro sur le périurbain, qu'elle a collaboré de Toulouse, Marie-Christine Jaillet, qui est ici, qui connaît bien mieux que moi tous ces problèmes. On a quand même eu, avec la présidentielle, un débat sur le vote protestataire,
Hein, les oubliés de la métropole, qui sera la métropole riche face aux autres. Il y a eu plein de... Bon, moi je voudrais quand même rappeler, je suis pas sociologue, mais on a beaucoup dit citoyenneté là en permanence, comme si la citoyenneté ça fonctionnait ou ça devait fonctionner. Les sociologues aujourd'hui, ils travaillent avec 3 notions, on me corrigera. Ils parlent de citoyenneté, je suis citoyen là où je vote. Peut-être dans ma commune, c'est dans ma commune. Hein, je suis habitant, on peut discuter le terme, là où je dépends par exemple d'une intercommunalité, mais où je ne vote pas. Et je suis usager après, effectivement, des outils du Nantes Centre, etc. Il y a quand même toute une littérature qui nous montre à propos du périurbain, d'une certaine manière. Là, moi, je suis un petit peu négatif, qui n'en finit pas de s'étendre. On a les chiffres, hein, faut pas se tromper là-dessus. Donc, on a après des pratiques qui sont des pratiques beaucoup moins citoyennes, je ne peux pas m'appesantir, que des pratiques qu'on appelle de clubisation, les travaux d'Éric Charme, etc., qui sont des pratiques, je dirais, de type associatif, mais qui ne sont pas des pratiques citoyennes au sens où nous l'entendons de manière républicaine. Alors, est-ce qu'il faut dévaloriser ces pratiques ou non? Je ne crois pas, dans le sens que vous avez dit, mais ne nous trompons pas, la citoyenneté, elle ne fonctionne pas de manière équivalente partout sur les territoires. Et moi, je pense pour les conseils de développement, c'est très important, parce que vous-même, vous êtes à multiples échelles. Puisqu'on s'aperçoit qu'il y a des conseils de développement pour des grandes communautés urbaines. Et puis, moi, je pensais que c'était un peu un cas général. On découvre, et moi, je trouve ça formidable, qu'il y a des conseils de développement pour 2 intercommunalités qui se mettent ensemble. Donc, vous êtes confronté au problème global de ce qu'est la réforme des territoires. Hein, c'est ça, moi, qui me paraît très important, et à ce problème qui est celui effectivement de la reconfiguration démocratique des territoires, qui, je me répète, mais quand même est l'enjeu de la 3e loi de la décentralisation. On peut discuter de là où ça nous mène, etc. Alors après, sur les métropoles, d'un seul mot, M. Delevoye, moi, travaillant là-dessus, a dit modèle de l'État, il est peut-être le modèle, on est tous à dire le modèle verticaliste, s'il va pas bien. Attention, si vous regardez la carte urbaine à l'échelle mondiale, qu'est-ce qui est le modèle qu'il a emporté, les petits dragons, etc., c'est la cité-État. Le modèle partout de la réussite, attractivité, compétitivité, c'est Singapour. Pour Shanghai, le modèle, c'est Singapour, hein, tu es d'accord. Sao Paulo, le modèle, donc c'est la cité-État restreinte sur elle-même, c'est l'île. Hein, on est dans un... la ville-monde, bon, enfin, on va pas discuter. Non, mais moi, je pars de ce qui marche le mieux, parce que c'est eux, on est très loin d'eux, excuse-moi, en termes quantitatifs et la cité-État, c'est Dubaï aussi. C'est-à-dire, c'est des États où, d'ailleurs, très souvent, il y a disjonction entre les gens qui font la ville et les habitants eux-mêmes. Hein. On a une disjonction totale. Donc, on est en train de rentrer dans un monde urbain qui est un monde où ce qui a été pour nous la modernité, au sens où elle associe, je dirais, un type de territoire à la démocratie, est en train de se casser. Donc on voit très bien ce que nous, on peut faire pour pallier, pour aller contre ce modèle. Mais ne nous trompons pas, la cité-État est le modèle. Hein, et les États se multiplient. Donc de toute façon, nous, le problème, on est dans un pays à État fort, où l'enjeu actuel, c'est de retrouver un équilibre État-ville. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais c'est ça qui est à travers la métropole. Alors la métropolisation d'un mot, c'est quoi? Effectivement, on l'a bien vu avec Nantes. Je me souviens d'ici de débats avec Pierre Veltz, avec toi. On est ici dans un territoire qui capte beaucoup mieux les flux, bien entendu, prioritairement économiques, que l'État peut le faire aujourd'hui. Mais est-ce que ça veut dire qu'on n'est que dans un monde de flux? Donc le problème de la métropole, ça va être effectivement de s'inscrire dans la mondialisation, qui n'est pas un phénomène économique, je le répète, mais en même temps de répondre sur le plan de la justice sociale à ce qui est en passe de devenir le périurbain, et qui est lui-même très émietté, fragmenté, et quelque part les conseils de développement, ils représentent ça. Donc on a ce problème et je termine la crise, pour rebondir sur Péripèche d'un mot, elle a commencé avec quoi? Avec les subprimes, avec le problème du logement, hein, avec les problèmes qui doivent être au centre de tous nos débats sur les territoires et l'urbain. Le problème central, il est le logement. Aujourd'hui, la question principale, on peut être de gauche, Thierry a évoqué des réformes possibles, il a raison, moi je ne les vois pas venir, c'est quand même le problème de la rente immobilière ou foncière. Aujourd'hui, le problème, il est mondial. Le problème, et là, Marx et Engels se retourneraient dans leur tombe. Le problème, il est que tout le monde a besoin d'accéder à la propriété et au logement. C'est la condition première. Avant tout nos débats, et que c'est ce qu'on appelle la rente immobilière. Et il va falloir y répondre. Vous savez mieux que moi, ce qu'un jeune couple met de côté aujourd'hui pour acheter
un appartement par rapport à ma génération. Hein. Et cette question de la rente, elle est centrale, puisque ce qui réussit par ailleurs, c'est les pays rentiers que j'ai évoqués tout à l'heure, pays pétroliers et autres. La question de la rente, dans la crise qu'est la nôtre, c'est la question décisive. J'ai coupé la parole à Gilles Rottière tout à l'heure quand il voulait parler de métropole, en lui disant qu'il aurait l'occasion de le faire à nouveau. Ben voilà, c'est le moment. Et puis après, on va passer la parole à la salle. Bien, je participe à ce débat depuis 5 mois de façon active. Qu'est-ce qu'une métropole ? On en rediscutait encore hier. Il n'y a qu'une seule métropole en France, c'est Paris. Bon. Ah, justement, elle est mal organisée. Ça, et la région parisienne, c'est affreux. C'est affreux. Comme je l'ai dit à tous les ministres, je peux vous le redire. La région parisienne n'est pas organisée. Donc, la banlieue parisienne ne s'organise pas. Lyon prétend être la seule métropole européenne. Gérard Collomb va avoir pour partie satisfaction. Après, on a plein de villes qui se dénomment métropoles dans leur agglomération. Franchement, à l'échelle mondiale, il faut être modeste. Il n'y a pas beaucoup de métropoles en France si on a cette vision mondiale. Et donc ça, il ne faut pas trop s'attacher au titre. C'est plus à la forme de travail qui peut être organisée dans cet acte 3 de la décentralisation, puisque c'est ainsi qu'on en parle aujourd'hui. Moi, je le rediscutais hier avec mes amis et avec les ministres. Je suis dubitatif aujourd'hui sur le projet de loi qui, globalement, je suis obligé de simplifier en quelques minutes, passe d'un jacobinisme d'État à un jacobinisme régional, si on n'y prend pas garde. Mais toutes les régions françaises ne sont pas identiques. Et donc l'un des problèmes de la loi, c'est de donner un cadre pour des situations qui peuvent être très différentes. Entre la région Auvergne ou la région Rhône-Alpes, il n'y a pas les mêmes potentialités, il n'y a pas le même fonctionnement. Il y a sans doute 2 métropoles, Lyon et sans doute Grenoble, de par son rayonnement notamment en matière universitaire et de pôle de recherche. Donc l'une des difficultés actuelles de la loi, c'est d'essayer de trouver un cadre à toutes ces situations. Moi, je crois qu'il faut arrêter d'avoir cette lecture unique de l'organisation française. Et que dans certains cas, effectivement, des grandes villes, pour ne pas utiliser le mot de métropole, puissent avoir une capacité d'action. Et en ce sens, je ne suis pas d'accord sur la notion de chef de file et sur le fait que l'on spécialise et qu'un tel n'aurait pas le droit de faire telle chose. Ça dépend des situations. Et dans les grandes villes, on doit pouvoir agir, pas surtout. On parle de développement économique, l'accompagnement des entreprises en difficulté, ça peut être la grande ville, mais c'est plutôt la région. Par contre, sur ce qui fait le développement potentiel, c'est-à-dire l'enseignement supérieur, la recherche, l'innovation technologique, les IRT, instituts hospitalo-universitaires, là, les grandes villes doivent être en capacité d'y participer. Et un schéma qui définirait trop directement les rôles de la région, je parle beaucoup de la région et des grandes villes parce que c'est, je crois, là que se pose le débat. Le débat des départements, laissons de l'autre côté. Qu'est-ce qui fait actuellement le moteur potentiel de la France ? Ben, vous l'avez dit tout de suite, moi je crois beaucoup aux capacités d'organisation dans les villes. Bon, pas forcément uniquement avec la structure administrative de la ville métropole, mais c'est dans les villes que vont se faire les capacités de réaction, de développement, d'innovation. Il faut qu'il y ait une entente avec la région. Oui, il faut qu'il y ait une entente avec la région. Là-dessus, on n'est peut-être pas sur des villes-États, mais
c'est pas sur des villes sous tutelle, c'est pas des métropoles sous tutelle. Et donc le projet de loi, aujourd'hui, pour ce qu'on en connaît, nous laisse un peu dubitatif. Donc les choses sont avancées sur Lyon, avancent semble-t-il sur Marseille, et là sur Marseille, c'est une nécessité. Il faut rompre cet égoïsme entre les différentes communautés qui sont autour de Marseille. Il faut qu'il y ait un grand ensemble qui soit en capacité de gérer l'ensemble des problèmes de l'agglomération marseillaise. L'une des difficultés, c'est que les Marseillais ont vu ce que ça donnait à Nice, et qu'à Nice, c'était pas forcément un fonctionnement très solidaire. Mais il faut certainement que, ex-Marseille, il y ait une unité de gouvernance. Donc là, après, tous les débats sont ouverts. Autour de la table hier, il y avait des grandes villes comme Orléans ou Pau. Franchement, il n'y a pas toujours les mêmes capacités de rayonnement et d'innovation au niveau de l'ensemble de ces villes. Donc le débat, il n'est pas facile aujourd'hui. Je crains qu'on ne simplifie pas grand-chose. Ce que je souhaiterais, moi, c'est qu'on donne des capacités d'intervention à ceux qui le veulent. Merci Gilles Retière. Philippe Audic, un mot, un petit mot. Oui, ça va être très court, et ça fera la transition avec les questions certainement que vont poser nos collègues des conseils de développement. Tout ça pour dire ce qui a été débattu dans la table ronde au niveau des organisations territoriales, on en traite et on échange évidemment au sein de nos conseils de développement. On fait le constat, évidemment, ça a été dit, qu'il y a une différence entre le territoire administré et le territoire vécu par le citoyen. Et que probablement, on ne fera jamais coller le territoire vécu au territoire administré. Donc, quelque part, une des suggestions qu'on a faites, nous, à Nantes, mais sans doute on n'est pas les seuls, c'est de dire qu'il faut à un moment se poser la question de gouvernance thématique et à durée limitée pour traiter des questions qui débordent du territoire administré et qu'il faut traiter sur une dimension plus large. Je pense qu'il faudra, peut-être le projet de loi n'ira pas assez loin dans ce sens-là, il faudra sûrement être capable, à un moment, d'inventer des formes de gouvernance qui associent différentes dimensions territoriales pour traiter une question qui ne peut pas être traitée sur un territoire tel qu'il est défini à un moment. Voilà. Juste pour dire ça et exprimer le regret qu'on a, nous, effectivement exprimé dans nos travaux sur Nantes 2030. Et par rapport à la loi en préparation, c'est la question du suffrage universel quand même. Hein. Donc... 2 secondes. Je suis intervenu plusieurs fois, y compris devant François Hollande. C'est pas possible de le mettre en place pour 2014, on est trop près de l'échéance. A priori, François Hollande l'envisage pour 2020. Je lui ai demandé de mettre dans la loi, mais c'est une loi organique et donc ce ne sera pas dans la loi. Mais la perspective est en cours.